L'Ukraine n'a jamais été aussi près d'intégrer l'Union européenne, ce qui représenterait le pire cauchemar de Vladimir Poutine. L'Union européenne n'est pas un simple club politique, mais la clé du plus grand projet de puissance de l'Europe moderne, la lutte pour l'unification européenne. L'adhésion à l'Union européenne changerait tout en Ukraine. L'économie, les frontières, les alliances et même son avenir en matière de sécurité. Ce serait la rupture finale et irréversible avec la Russie. Le résultat que Poutine craint le plus, c'est, en fait, l'avenir même. Poutine a déclenché une guerre d'agression pour l'en empêcher. Mais l'Ukraine s'éloigne désormais de Moscou et se rapproche de Bruxelles. Pour saisir l'importance actuelle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et la forte opposition du Kremlin, il faut revenir à une époque où l'Europe était très différente. Pendant la guerre froide, le continent était divisé entre deux systèmes concurrents. L'Europe de l'Ouest a construit des économies de marché, des institutions démocratiques et une culture de la coopération. L'Europe de l'Est était restée sous contrôle soviétique, l'État y dirigeant politique et économie. L'Ukraine n'était pas simplement une partie du bloc de l'Est, c'était l'une des républiques soviétiques, ce qui signifiait que sa direction politique et économique était fixée à Moscou. Et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, en 1991, toute la région a changé. L'Ukraine a soudainement obtenu son indépendance, mais a subi de graves chocs économiques, des institutions faibles et une corruption accrue. Pendant ce temps, les pays à l'ouest de l'Ukraine se sont rapidement orientés dans une autre direction. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et les États baltes ont ouvert leurs marchés, renforcé leurs lois et préparé leur adhésion à l'Union européenne. Ils cherchèrent la stabilité et l'accès à une communauté économique plus large pour les aider à se moderniser dans les décennies à venir. Leurs économies et infrastructures se sont renforcées, et leurs institutions sont devenues plus démocratiques. Ce contraste explique pourquoi l'Ukraine s'est rapidement tournée vers l'Ouest, et pourquoi la Russie a perçu cela comme une menace pour son influence. Avant d'aborder cette histoire, il est utile de savoir ce qu'est l'Union européenne. Pour beaucoup, l'Union européenne paraît lointaine et bureaucratique, alors qu'à l'origine c'était une idée très concrète. Après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements européens voulaient empêcher un autre conflit. La solution reposait sur la coopération dans des industries clés comme le charbon et l'acier. La dépendance entre pays rendait la guerre moins probable. Au fil du temps, cette coopération est devenue un marché unique où biens, services, personnes et capitaux circulent librement. Les États membres se sont mis d'accord sur des normes juridiques communes, des protections pour les consommateurs et des règles environnementales. Ils ont créé des institutions comme le Parlement européen, la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne pour garantir l'équité et la stabilité du système. L'Union européenne donne accès au plus grand marché unique mondial, à de fortes protections juridiques et à des opportunités éducatives transfrontalières. Après l'adhésion à l'Union européenne, les ex-États communistes d'Europe centrale et orientale ont vu leur économie croître, les investissements augmenter et la mobilité des citoyens s'améliorer, ce qui était impossible sous la domination soviétique. L'Ukraine a observé tout cela se produire, juste à côté. Elle a vu la Pologne devenir une économie à forte croissance, l'Estonie se transformer en une puissance numérique et la Lituanie se moderniser bien plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Pour beaucoup d'Ukrainiens, surtout les jeunes, ses voisins ont montré ce qu'un pays pouvait accomplir en adoptant des réformes et en rejoignant l'Europe. Mais le chemin de l'Ukraine a été plus compliqué. Elle a dû affronter une corruption généralisée. Les oligarques, contrôlant les industries clés et développant des réseaux au Parlement et dans les ministères. Les gouvernements changeant sans cesse, se disputant plus entre eux que face aux problèmes à résoudre. Mais surtout, la Russie tenait à empêcher l'Ukraine de trop s'éloigner de Moscou. Dans les années 1990 et début 2000, la Russie a utilisé son influence. L'Ukraine dépendait du gaz russe, chaque hiver le lui rappelait. À chaque rapprochement avec Moscou, Kiev obtenait des réductions. Les prix montaient quand les dirigeants louaient trop l'Union européenne. Des restrictions commerciales ont frappé les usines ukrainiennes. Alors que les politiciens à Kiev envisagèrent une intégration avec Bruxelles, leur démarche était parfois discrète, mais le message restait clair. La Russie s'attendait à ce que l'Ukraine reste proche. Pourtant, l'idée de rejoindre l'Europe n'a jamais disparu. Les étudiants ukrainiens étudiaient à l'étranger. Les jeunes professionnels comparaient salaires et opportunités avec leurs amis en Pologne ou Lettonie. Et la société civile réclamait transparence et état de droit. L'élan s'est formé progressivement, animé par ceux qui pensaient vraiment que l'Ukraine méritait le même avenir que ses voisins. La première confrontation majeure date de 2004. Une présidentielle jugée truquée a provoqué des manifestations massives à Kiev. Les gens ont bravé le froid pour exiger un vote équitable et un gouvernement à leur image. Cet événement fut appelé Révolution Orange. Pour la première fois,
Le monde voyait les Ukrainiens défendre massivement leur droit de choisir leur voie. Une nouvelle élection a eu lieu, remportée par un candidat pro-européen. Mais les révolutions ne règlent pas tout. Les années suivantes ont vu le retour des divisions internes, la persistance de la corruption et une économie vacillante. Moscou a de nouveau utilisé la pression du gaz et du commerce, rappelant à l'Ukraine que l'indépendance avait un prix. Avec la montée des frustrations internes, la Russie a repris de l'influence. Lorsque Viktor Yanukovych est devenu président, en 2010, l'Ukraine dérivait de nouveau vers l'orbite de Moscou. Il a promis une relation équilibrée avec l'Europe, mais ses politiques penchaient fortement en faveur de la Russie. L'Union européenne a pourtant essayé de rapprocher l'Ukraine. Bruxelles a négocié un accord d'association pour moderniser l'économie ukrainienne et renforcer la coopération. Ce n'était pas une adhésion complète, mais c'était une étape sérieuse vers le système européen dont les voisins de l'Ukraine avaient bénéficié. Le point de rupture survient en 2013, peu avant la signature de l'accord, quand Yanukovych gèle le processus. Moscou voulait que l'Ukraine rejoigne une union douanière dirigée par la Russie à la place, et la pression en coulisses était énorme. Les Ukrainiens ont eu l'impression que leur avenir était sacrifié. Des gens se sont rassemblés sur la place centrale de Kiev, agitant des drapeaux européens et réclamant un changement de direction. Les manifestations ont pris de l'ampleur pour devenir ce que le monde appelle aujourd'hui le mouvement Euromaidan. Plus le gouvernement essayait de réprimer les manifestants, plus la foule grossissait. Étudiants, professionnels, retraités et familles ont rejoint le mouvement. Pour eux, ce traité représentait la dignité, l'indépendance et un avenir non contrôlé par une autre capitale. Après des mois de tensions et d'affrontements, Yanukovych a fui le pays. Un nouveau gouvernement, favorable au choix européen de l'Ukraine, a pris le pouvoir. Ce fut un choc total pour Moscou, car pour la Russie, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dépassait une simple intégration politique. Cela signifiait perdre de l'influence sur un pays que la Russie juge toujours dans sa sphère. Comme évoqué plus tôt, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne donnait à l'Europe un nouveau partenaire clé à la frontière russe. Cela signifiait un modèle qui pourrait inspirer les Russes eux-mêmes. En quelques semaines, la Russie a pris la Crimée et soutenu les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Cette annexion de la Crimée a brisé la croyance d'après la guerre froide, selon laquelle les frontières en Europe étaient fixes. Les troupes russes ont rapidement pris la péninsule, que Moscou a ensuite revendiquée. De nombreux Ukrainiens se sont sentis trahis, non seulement pour avoir perdu leurs terres, mais aussi car cela montrait que leurs voisins, autrefois nations sœurs, étaient prêts à tout prendre. Lorsque l'Ukraine a tenté de changer de direction et que la situation en Crimée s'apaisait, la violence s'est étendue à l'est, où des groupes pro-russes ont pris le contrôle de villes dans Donetsk et Louhansk. Initialement hybride, la guerre est rapidement devenue un conflit long et difficile, marquant les 8 années suivantes. Cette période a transformé la façon dont les Ukrainiens voyaient l'Europe et leur propre avenir. Avant 2014, l'adhésion à l'Union européenne semblait être un objectif à long terme, quelque chose à poursuivre progressivement, tout en équilibrant les relations avec l'Est et l'Ouest. Après l'intervention de la Russie, cet état d'esprit a changé. L'Europe n'était plus seulement commerciale ou liée aux visas, mais concernait aussi la sécurité, la stabilité et la résistance aux pressions extérieures. Chaque affrontement dans le Donbass et chaque famille, forcée de quitter son foyer, ont poussé le pays vers la même conclusion. Il devait s'inscrire dans un système à règles claires, plutôt que de retomber dans l'ombre de Moscou. L'invasion a aussi transformé la politique intérieure. Les divisions pro-européennes et pro-russes n'ont plus de sens. Beaucoup d'électeurs auparavant favorables à des liens avec Moscou ont changé d'avis. Des volontaires majoritairement russophones ont soutenu la défense, prouvant que la loyauté à l'État dépassait la langue. Des familles liées des deux côtés de la frontière ont vu la propagande briser des relations anciennes. L'idée longtemps promue d'un espace slave commun a commencé à s'effondrer, remplacée par un sentiment d'identité plus fort, fondé sur la citoyenneté, l'expérience partagée et la détermination à tracer une voie indépendante. Dans cet esprit, les accords de Minsk signés en 2014 et 2015 étaient censés mettre fin au combat dans l'Est. Ils prévoyaient cessez-le-feu, retrait de troupes et élections locales dans les zones séparatistes, mais les accords étaient fragiles dès le début. La Russie a insisté sur le fait qu'elle n'était pas partie prenante au conflit, tout en fournissant des combattants et des armes. Les cessez-le-feu ont souvent échoué, la ligne de front persistait, les civils souffraient. Pendant que les diplomates débattaient des formulations, les soldats subissaient des attaques quotidiennes, alors que les combats continuaient à l'est. L'Ukraine a tenté de se reconstruire de l'intérieur. L'économie, déjà fragilisée par la révolution, subissait désormais la pression de la guerre. Les banques ont fait faillite, la monnaie a chuté,
et les industries de l'Est, usines, mines, centrales, ont été soudainement coupées. Le gouvernement a sollicité le Fonds monétaire international et l'Union européenne pour un soutien d'urgence. En retour, l'Ukraine a accepté d'importantes réformes attendues depuis longtemps. Ces réformes étaient difficiles, parfois douloureuses, mais elles ont commencé à transformer le pays d'une manière à laquelle Moscou ne s'attendait pas. Un changement majeur a été la création d'organismes de lutte contre la corruption, celle-ci ayant longtemps freiné le progrès de l'Ukraine. Les partenaires occidentaux ont poussé à la création de nouvelles institutions, de procureurs indépendants et de systèmes de contrôle public. Ce n'étaient pas des solutions rapides. Les anciens réseaux résistaient au changement. Pour la première fois, l'Ukraine avait des moyens juridiques et politiques pour contester le système oligarchique qui la freinait depuis l'indépendance. Pourtant, malgré l'incertitude, l'Ukraine continuait de se rapprocher de l'Europe. L'Union européenne a instauré la libre circulation sans visa, en 2017 une avancée majeure. Les passeports ukrainiens ont soudainement ouvert des portes à travers tout le continent. Petro Poroshenko, président après l'Euromaidan, a lancé des réformes mais a été critiqué pour leur lenteur. La frustration a augmenté chez les jeunes électeurs, exigeant des avancées rapides et plus de transparence. En 2019, les Ukrainiens ont élu Volodymyr Zelensky, ex-comédien promettant de rompre avec le passé. Il a fait campagne sur l'unité, le renouveau, et un message simple, la corruption ne devait plus décider de l'avenir du pays. Zelensky est arrivé au pouvoir avec un immense soutien populaire et un mandat clair pour moderniser l'État. Il a instauré de nouvelles réformes et tenté de relancer le processus de paix bloqué avec la Russie. On espérait que la diplomatie mette fin à la guerre dans le Donbass. Il est vite apparu que le conflit ne se résoudrait pas par des poignées de main ou des discours optimistes. La Russie a gardé des troupes à la frontière et les milices de l'Est ont continué de recevoir des armes. Chaque tentative de relancer les discussions s'est heurtée au même mur. Moscou espérait que l'Ukraine accepte un accord politique permettant à la Russie d'influencer ses décisions. L'idée que l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne et de l'OTAN remettait en cause tout ce que Moscou affirmait sur son droit d'influencer la région. Le Kremlin voyait cela non comme un choix voisin, mais comme une menace directe. En février 2022, lorsque les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, le monde a assisté en direct à un tournant historique. Pour les Ukrainiens, l'invasion ne semblait pas être le début d'un nouveau conflit, mais l'effondrement de la dernière illusion que la Russie pourrait un jour accepter leur indépendance. Ce qui avait débuté en Crimée en 2014 était devenu une tentative de destruction totale du pays. Des villes entières se sont réveillées au bruit des explosions. Les familles emportèrent l'essentiel, les routes étaient encombrées de voitures sur des kilomètres, alors que tous fuyaient vers l'ouest. Pour beaucoup d'Ukrainiens, la crainte n'était pas seulement la destruction, mais aussi que l'avenir du pays disparaisse en quelques jours. Pourtant, un événement inattendu s'est produit. L'Ukraine a résisté au lieu de s'effondrer. Les soldats ont combattu avec détermination, et les volontaires ont aidé à défendre les villes. Les civils ont organisé des ravitaillements, construit des barricades et accueilli ceux qui avaient perdu leur maison. Le sentiment d'identité du pays, renforcé par des années de crise et de réformes, s'est transformé en une force puissante. L'Ukraine a montré qu'elle n'était pas seulement un État sur la carte, mais une nation prête à défendre sa place en Europe. Pendant l'escalade des combats, une autre bataille majeure avait lieu sur le plan diplomatique. Kiev a fait valoir que l'Ukraine défendait bien plus que ses propres frontières. Elle a soutenu qu'elle protégeait l'Europe d'une agression qui pourrait s'étendre bien au-delà, si elle restait sans réponse. Les dirigeants de l'Union européenne, après des années de débats sur des réformes lentes, ont soudain pris des décisions rapides et historiques. En quelques jours, l'Ukraine a demandé son adhésion à l'Union européenne, qui lui a accordé le statut de candidate en quelques mois. Les personnes qui avaient grandi en pensant que l'Union européenne était un objectif lointain et inaccessible, voyaient désormais la possibilité d'adhérer comme quelque chose de réel et d'urgent. Ce n'était pas de la charité, ni du symbolisme, c'était l'Europe qui reconnaissait que l'avenir de l'Ukraine était étroitement lié au sien, au sein même de l'Ukraine. La guerre a forcé le gouvernement à accélérer des réformes promises depuis longtemps. Les institutions devaient fonctionner sous pression, et les réseaux de corruption être démantelés. Chaque euro volé réduisait les armes, les abris et les vies sauvées. Le Parlement a adopté de nouvelles lois sur les marchés publics, la justice et la transparence. Les organes anticorruption ont obtenu plus de pouvoir. Les groupes de la société civile ont aidé le gouvernement à surveiller les dépenses pendant la guerre. Même sous les frappes de missiles sur villes et villages, le pays continuait de rédiger des lois, d'examiner les nominations, d'améliorer la surveillance et d'aligner ses normes sur celles de l'Union européenne. Peu de pays européens ont mené des réformes dans des conditions aussi difficiles, preuve du sérieux de l'Ukraine pour rejoindre l'Union.
La guerre y a aussi soulevé une question importante et attendue. La dépendance énergétique à la Russie était vue comme un problème gérable mais inconfortable. Mais une fois l'invasion commencée, les membres de l'Union européenne ont compris que dépendre de Moscou pour le gaz et le pétrole n'était plus seulement risqué, mais dangereux. Des décisions autrefois longues à prendre étaient désormais prises en semaines. Des sanctions successives ont été imposées. Banques russes coupées, commerce restreint, avoirs gelés, entreprises européennes parties et chaînes d'approvisionnement reconstruites. L'Union européenne coordonne désormais les livraisons d'armes, ce qui était inimaginable il y a quelques années. La lutte de l'Ukraine a obligé l'Europe à redéfinir la solidarité en pratique. Cela a également montré que l'élargissement n'était pas une formalité, mais une nécessité stratégique. L'Ukraine, quant à elle, a de nouveau utilisé chaque instant pour se rapprocher de l'Europe. Ses diplomates ont œuvré sans relâche. Son président a parlé devant de nombreux parlements, et les citoyens se sont mobilisés en ligne et lors de rassemblements en Europe. Le message était simple. L'Ukraine défendait les mêmes valeurs sur lesquelles l'Union européenne a été fondée. Et si ces valeurs avaient un sens, l'Europe devait soutenir pleinement l'Ukraine. Au fil du temps, cette vision s'est diffusée et l'opinion publique a évolué. Les pays autrefois prudents sur l'élargissement voient désormais l'Ukraine comme un partenaire dont le succès profiterait à la région. Avec la prolongation de la guerre jusqu'en 2024, l'Union européenne a intensifié son soutien, financement massif, aide énergétique, plans de reconstruction et appui militaire sont désormais courants. De nouveaux programmes ont préparé l'Ukraine au processus de sélection du marché unique pour les pôles de l'Union européenne, avancé d'ici 2025. La Commission européenne a reconnu les progrès importants de l'Ukraine en réforme, même en temps de guerre. Elle a indiqué que les négociations pourraient s'ouvrir pleinement, une fois que les conditions restantes seraient remplies. Malgré la guerre, l'Ukraine a rapidement aligné ses lois sur les normes européennes. Bruxelles, consciente des enjeux géopolitiques, a fait de l'élargissement une priorité sécuritaire et s'est préparée à accueillir de nouveaux membres. Si l'Ukraine réussit, elle prouvera qu'une société post-soviétique peut se réformer, s'intégrer à l'Occident et choisir sa voie. C'est justement cette possibilité que le régime de Poutine en Russie redoute le plus. C'est parce que si l'Ukraine rejoignait l'Union européenne, l'impact sur son économie et la vie quotidienne serait énorme. L'adhésion est plus qu'un symbole politique. Elle offre l'accès au plus grand marché unique mondial, permettant la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes. Pour l'Ukraine, cela offrirait l'accès à un marché de plus de 450 millions de consommateurs sans droit de douane ni barrière. Quand d'autres pays d'Europe de l'Est ont intégré l'Union européenne, en 2004, leurs exportations vers l'Europe ont doublé en quelques années. Les investissements étrangers ont fortement augmenté. Entre 2004 et 2020, la Pologne a reçu plus de 200 milliards d'euros d'investissement de l'Union européenne et son produit intérieur brut par habitant a plus que triplé. Des tendances similaires ont émergé dans les États baltes, hausse des salaires, baisse du chômage et implantation de nouvelles industries. Ce même type de transformation est possible pour l'Ukraine. Des institutions financières européennes estiment que le produit intérieur brut ukrainien pourrait augmenter de 5 à 7% par an durant la première décennie. Après une cession, cette croissance pourrait venir de la modernisation agricole, de la reconstruction financée par l'Union européenne et de la compétitivité accrue des entreprises ukrainiennes. Sur les marchés européens, les agriculteurs accéderaient à des technologies récentes et à des prix stables, tandis que les usines pourraient s'associer à des entreprises européennes, moderniser leurs équipements et respecter des normes plus strictes. Les jeunes Ukrainiens bénéficieraient de la mobilité éducative et professionnelle, leur offrant les mêmes opportunités que les étudiants en Pologne ou en Allemagne. Même les petites entreprises bénéficieraient de règles plus claires, moins de corruption et un accès au crédit facilité. L'adhésion à l'Union européenne renforcerait officiellement les liens de l'Ukraine avec ses alliés. Cela ancrerait le pays au sein d'une communauté fondée sur des lois communes, des politiques coordonnées et une prise de décision conjointe. L'Ukraine prendrait part aux discussions sur la sécurité, au commerce et à la planification de l'Union européenne. Elle rejoindrait les institutions européennes protégeant l'indépendance judiciaire, les droits des consommateurs et la concurrence. C'est crucial, car chaque progrès vers l'Union européenne limite la manipulation politique et accroît le coût des ingérences extérieures. Plus l'Ukraine s'intègre, plus il devient difficile pour une puissance extérieure de lui faire pression par l'énergie, le commerce ou les réseaux politiques. Concrètement, l'adhésion à l'Union européenne ancrerait l'Ukraine dans un système prévisible de lois et d'obligations, rendant plus difficile la corruption et facilitant la planification des entreprises pour l'avenir. Pour la Russie,
L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne menace son influence en Europe de l'Est. Moscou a longtemps voulu garder les ex-républiques soviétiques dans sa sphère d'influence, utilisant le gaz, la pression commerciale et des réseaux politiques. Une Ukraine proche de l'Union européenne détruirait ce système. Cela changerait la sécurité régionale, réduirait l'influence russe et mettrait une grande démocratie en réforme à sa frontière. Le Kremlin voit l'Union européenne comme un marché et une force attirant les États vers la transparence et l'état de droit. L'intégration des pays réduit la corruption, favorise les investissements et affaiblit les moyens de pression russes. L'instabilité en Ukraine profite à Moscou, car elle freine les réformes, dissuade les investisseurs et complique l'adaptation de l'Ukraine aux normes de l'Union européenne.